Alors, on va se pencher sur une analyse qui décortique comment une économie, quand elle est entièrement construite sur le crédit et les intérêts, finit par transformer en profondeur toute une société. D'entrée de jeu, l'image est forte, hein. Cette métaphore suggère qu'un système financier qui repose sur le crédit ne se contente pas de gérer l'argent. Non, il irait jusqu'à enfermer toute la population dans une sorte de prison de la dette. Voilà la grande question qui va nous guider. On va essayer de comprendre le cheminement. On part de l'individu, de ses choix, pour voir comment, à grande échelle, ça aboutit à des conséquences nationales. Ok, pour décortiquer tout ça, il faut commencer par le commencement. L'expérience personnelle face à la dette. Et au départ, c'est vrai, il y a souvent cette impression de prospérité, une sorte d'illusion séduisante. En fait, le scénario est quasi toujours identique. Tout commence par une sensation de liberté, un accès facile et immédiat à ce qu'on désire. Mais ça se termine presque inévitablement par un poids financier sur le long terme. Un poids qui peut carrément redéfinir le cours d'une vie. Bon, ça, c'est à l'échelle d'une personne. Mais maintenant, imaginons un instant ce qui se passe quand ce cycle est répété des millions de fois. On ne parle plus de dette personnelle, mais bien d'une structure de dépendance à l'échelle d'un pays. Et là, on touche au cœur du problème. Quand la dette devient la norme, il y a une sorte de transfert de propriété qui s'opère. Le pouvoir et les biens ne sont plus vraiment entre les mains des gens, mais plutôt dans celles des institutions financières qui sont à l'origine du crédit. Et ça s'infiltre partout, absolument partout. Du toit au-dessus de notre tête jusqu'à l'éducation censée nous élever, chaque aspect essentiel de la vie est connecté à une banque. La conséquence, on ne travaille plus vraiment pour se construire un patrimoine, mais d'abord pour rembourser ses dettes. On devient, d'une certaine manière, locataire de sa propre existence. Forcément, une telle structure, ça n'a pas que des conséquences sur le portefeuille. Elles sont aussi profondément sociales. On voit une société qui bascule, une société de débiteurs qui remplace peu à peu celle des propriétaires et des bâtisseurs. Là, on a vraiment deux philosophies qui s'affrontent, deux visions du monde. D'un côté, on voit l'étudiant comme un client, une source de revenus. De l'autre, on le voit comme un investissement pour l'avenir du pays. Le contraste est assez radical. Cet exemple illustre parfaitement comment le système est fait pour que la dette, qu'elle tourne en boucle. Le diplôme, qui devrait être la clé qui ouvre toutes les portes, devient en réalité une chaîne financière dès le premier jour de la vie active. Et la conséquence de tout ça, elle est assez logique finalement. On assiste à la création d'une sorte de société professionnelle à deux vitesses. Les jeunes du pays, découragés par le mur de la dette pour faire de longues études, se tournent vers des emplois moins qualifiés. Et pendant ce temps, des postes essentiels, comme les médecins, sont de plus en plus occupés par des professionnels qui viennent de l'étranger. Alors un chiffre qui est assez parlant. 31%. C'est le taux officiel de pauvreté infantile en Angleterre, d'après les sources citées. Parce qu'un chiffre, c'est abstrait, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une classe de 30 élèves, il y en a potentiellement près de 10 qui arrivent à l'école sans avoir mangé ou qui vivent dans une maison mal chauffée. C'est ça le coût humain de ce modèle économique. Mais ce coût humain, il ne se mesure pas seulement en termes de pauvreté. Ça va beaucoup plus loin. Ça s'attaque au tissu même de la société, à nos relations les uns avec les autres. L'idée, c'est que cette logique du profit, du calcul, elle finit par déborder du cadre purement économique pour s'infiltrer dans nos vies les plus intimes. Les liens familiaux, les liens de communauté, tout ça risque de s'effacer derrière des calculs financiers. Et ça donne ce cycle de vie, qui fait un peu froid dans le dos, il faut bien le dire, où les relations familiales deviennent une suite de transactions. L'affection, le devoir moral, tout ça est remplacé par des lignes de compte, du début à la fin de la vie. Alors là, on pourrait se dire « Attendez, mais regardez autour de vous. Les villes sont modernes, les centres financiers tournent à plein régime. Comment est-ce que ça peut coller avec une idée de déclin ?» C'est une très bonne question. Et la réponse, en fait, c'est une affaire de perspective. Et la réponse, elle est là, dans cette phrase. C'est toute une question de perspective. Une photo à un instant T peut être flatteuse, oui, mais la prospérité d'aujourd'hui ne garantit rien sur la direction qu'on prend pour demain. Pour bien comprendre, on nous propose une analogie, celle de l'héritier. Imaginez quelqu'un qui hérite de 20 milliards. 5 ans plus tard, il n'en a plus que 5. Est-ce qu'il est encore riche? Oui, évidemment. Mais est-ce qu'il est en train de s'enrichir? Pas du tout. Il est sur une trajectoire de déclin. Eh bien, c'est cette même logique qui serait appliquée ici à une nation. Et ce n'est pas juste une image, hein. Les chiffres sont là pour le prouver. Quand on passe de la domination sur près d'un quart des terres du monde à moins d'1% aujourd'hui, le changement de trajectoire est pour le moins spectaculaire. Et tout ça, au final, nous laisse avec une question assez fondamentale. Quand un système économique génère une richesse visible en façade, mais qu'en même temps, il semble éroder la cohésion sociale, la solidité des familles et l'avenir des plus jeunes, comment est-ce qu'on mesure vraiment sa réussite? C'est une question qui reste ouverte.